Imaginez un peu un pays de l'Union européenne, genre un État qu'on a toujours considéré comme un des piliers de la démocratie moderne. Oui, un modèle, tu sais. Exact. Puis là, cet État-là se retrouve condamné plus de 9000 fois par sa propre justice en l'espace de quelques années. 9000 fois juste pour avoir laissé des gens à la rue. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Vraiment. Et la réaction du gouvernement là-dedans, il paye simplement les amendes avec l'argent public pour pouvoir continuer à ignorer la loi super tranquillement. Comme si de rien n'était. C'est fou. C'est pas le scénario d'une série dystopique sur Netflix, c'est littéralement ce qui ressort de la grosse pile de rapports qu'on a sur la table aujourd'hui. On regarde la Belgique en cette année 2026. Fait que, bon, décortiquons tout ça. C'est un sacré programme. Ouais, notre mission d'aujourd'hui, c'est de s'attaquer à un concept qu'on tient un peu tous pour acquis dans nos sociétés. Je parle de la séparation des pouvoirs. Est-ce que ce vieux modèle classique fonctionne encore face aux crises modernes? Puis pour faire cette analyse-là, on plonge dans une documentation qui est assez dense, on va se le dire. Ouais, il y a du stock. Exact. On a, entre autres, le tout récent accord de coalition fédérale belge de 2025-2029. On a des études constitutionnelles très pointues, la jurisprudence de la Cour de cassation, puis des évaluations mondiales de la démocratie, comme l'indice VEDEM et les constats du Conseil de l'Europe. C'est vraiment une radiographie complète de la santé de l'État. Mais juste une petite mise au point avant d'aller plus loin, je tiens à le préciser d'emblée pour ceux qui nous écoutent. C'est important. Oui, parce qu'on va aborder des questions politiques sensibles, des actions gouvernementales qui touchent autant la gauche que la droite en Belgique. Notre but ici, c'est absolument pas de prendre parti. Non, pas en tout. On ne juge pas les idéologies, on n'est pas là pour dire qui a tort ou raison politiquement. On veut juste rapporter fidèlement les mécanismes institutionnels tels qu'ils sont décrits par les experts dans nos sources. Fait qu'on regarde la mécanique, pas les conducteurs. Exactement ça. Et pour bien comprendre le portrait, faudrait peut-être poser le cadre. D'où est-ce qu'elle part, la Belgique, historiquement? Ce qui est fascinant ici, c'est qu'en 1831, ce pays-là s'est doté d'une des constitutions les plus libérales au monde. Les fondateurs avaient vraiment le nez plongé dans les textes de Montesquieu. Donc le fameux modèle classique? C'est ça, la séparation stricte, nette et unitaire entre le pouvoir législatif, l'exécutif puis le judiciaire. Le problème, ou plutôt l'évolution, c'est que ce beau modèle unitaire s'est métamorphosé. Après plusieurs réformes, c'est ça, hein? Oui, 6 réformes majeures de l'État en 1970 et 2014. Ça a transformé le pays en un labyrinthe fédéral d'une complexité ahurissante. Puis ça, ça crée de nouvelles frictions. Et pour comprendre la maladie actuelle de l'État belge, je pense qu'il faut d'abord regarder le cœur du système démocratique, soit le Parlement. Le pouvoir législatif? Oui, théoriquement, c'est l'émanation directe de la volonté populaire, le pouvoir souverain. Mais le mot qui revient sans cesse dans nos rapports pour le décrire, c'est le mot « évider », évider de l'intérieur. C'est un terme fort, oui. Très fort. Les experts parlent d'une particratie consulaire. J'aimerais bien qu'on m'explique le terme consulaire ici, parce que ça me fait juste penser à Jules César puis à l'Empire romain, mettons. Tu sais, l'analogie avec Rome, elle n'est pas si mauvaise. Un consulat, dans le fond, c'est un système où le pouvoir est concentré entre les mains d'un tout petit groupe d'élite au sommet. OK, donc une oligarchie un peu. Exact. Et dans le cas belge, cette petite junte, ce sont les présidents des partis politiques. L'historien Frédéric Verleden a documenté tout ça. Faut remonter aux années 50 pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? À l'époque, la société fonctionnait en piliers historiques très étanches. Tu avais le pilier catholique, le socialiste, puis le libéral. Et en 1954, le pays s'est déchiré sur la question des écoles. Ah oui, le fameux conflit scolaire. J'ai lu qu'ils ont dû négocier fort pour ramener la paix. C'est ça. Pour pacifier le pays, les élites des partis ont pris le contrôle total des négociations. Ils ont réglé ça au sommet entre eux, sauf que, ils n'ont jamais rendu les clés du pouvoir par la suite. Fait que c'est resté pris au sommet. Exactement. Et aujourd'hui, on est rendu avec le modèle du parti cartel. Parti cartel, ça sonne un peu mafieux comme terme, non? Ouais, ça illustre bien la fermeture du système. En gros, la légitimité est complètement inversée. Pour un député aujourd'hui, plaire aux membres de la direction de son parti, c'est beaucoup plus important que le suffrage universel. Attends, donc le député s'en fout un peu de ses électeurs? Pas qu'il s'en fout, mais sa survie sur la liste électorale dépend du président du parti. Fait que les députés finissent par voter les yeux fermés pour suivre la ligne du parti. Wow! Puis les vraies décisions, elles se prennent où d'abord, si c'est pas au Parlement d'oie?
Tout se décide dans ce qu'on appelle le cairn. Le cairn, c'est le cabinet restreint, c'est ça? Ouais, le cabinet ministériel restreint. Puis le pire, c'est que là-dedans, les décisions budgétaires se prennent souvent avec des conseillers de l'ombre. Des gens qui sont même pas élus. Exactement. Des non-élus qui tirent les ficelles. Dans le fond, c'est comme une troupe de théâtre. T'as les acteurs sur la scène, nos fameux députés qui font de grands discours devant les caméras, mais en réalité, ils se contentent de lire un script qui a été dicté par des metteurs en scène qui montent jamais sur les planches. C'est une excellente métaphore. Puis les citoyens s'en rendent compte, hein? D'ailleurs, l'accord de coalition récente de 2025-2029 essaie de calmer le jeu avec des réformes de sobriété politique. Du genre? Par exemple, le gel puis la désindexation des énormes dotations publiques qui vont aux partis. Et aussi, depuis 2025, l'interdiction de payer pour de la propagande commerciale sur les réseaux sociaux. OK, on coupe un peu les vivres, mais honnêtement, est-ce que ça soigne vraiment la racine du mal? Non, ça c'est le consensus des analystes. Ces réformes-là, c'est juste un frein comptable. Ça ne règle en rien la soumission organique du législatif au président de parti. Fait que le Parlement reste muselé. Ce qui m'amène au prochain point. Si le Parlement est devenu un simple théâtre de validation, c'est que le véritable pouvoir s'est déplacé vers l'exécutif. En théorie, oui. Mais là encore, le fonctionnement est super paradoxal. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que dans les documents, on parle d'un exécutif tout-puissant, mais on parle aussi des fameuses affaires courantes. On s'entend que la Belgique est connue mondialement pour ses difficultés chroniques à former des gouvernements à cause de l'article 96, puis des clivages linguistiques. Et idéologique, oui. C'est souvent très long. Comment un pouvoir exécutif qui met parfois des années à se former peut-il être qualifié de surpuissant? Je veux dire, l'absence de majorité, ça devrait pas le paralyser complètement. Si on relie ça à la situation globale, c'est justement cette paralysie parlementaire qui donne naissance au court-circuitage démocratique. Quand tout bloque, d'autres acteurs prennent la place. Comme qui? Le roi, par exemple, lors des crises prolongées, ses audiences hebdomadaires secrètes lui redonnent un réel pouvoir d'influence en coulisses. Ah, intéressant. Le monarque reprend du service. Ouais, mais le vrai bulldozer exécutif, c'est le comité de concertation. J'ai vu ce nom-là passer souvent. C'est quoi au juste? Ça a été créé en 1980. Au départ, c'était juste un outil préventif pour résoudre les petits conflits de compétences entre le fédéral et les régions. Un truc technique, tu sais. OK, pour mettre de l'huile dans les rouages. Exact. Mais avec les crises récentes, la pandémie, la crise énergétique, ce comité-là est devenu l'organe suprême de décision. Sérieux? Oui, un comité technique qui prend le contrôle. Oui! Les chefs d'exécutif du fédéral et des régions s'enferment à huis clos. Ils prennent des décisions énormes par entente intergouvernementale en contournant complètement le processus législatif normal. Puis le Parlement là-dedans. Il peut juste ratifier. Il est mis devant le fait accompli. C'est vraiment un court-circuitage en règle. Puis ça passe pas inaperçu. Les avertissements du Gréco, le groupe du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne en 2026 sont super sévères là-dessus. Ouais, il tire la sonnette d'alarme. Il pointe le manque de transparence de ces décisions à huis clos. Puis il parle aussi des lacunes sur le lobbying puis le pantouflage. Le pantouflage, oui, c'est un gros problème. Juste pour être sûr, c'est bien quand les politiciens passent directement du public au privé, genre dans des grosses firmes sans période d'attente, là. C'est exactement ça. Puis les rapports européens disent clairement qu'en Belgique, contrairement à des pays comme la Finlande, par exemple, la rotation est beaucoup trop facile et opaque. Fait qu'on a un Parlement muselé, un exécutif hypertrophié qui décide à huis clos. Normalement, le système immunitaire d'une démocratie dans ces cas-là, ça repose sur le pouvoir judiciaire, non? En principe, c'est le dernier rempart. Or, ce rempart est en train de s'effondrer. Sous le poids de quoi? Du manque d'argent, Du sous-financement chronique, ouais. puis d'une nouvelle logique managériale. Les chiffres de la CEPIJ, la Commission européenne, sont des vrais coups de poing. Oui, j'ai vu ça. On parle de 13,23 juges pour 100 000 habitants en Belgique. Puis tu sais c'est quoi la médiane européenne? J'ai noté presque 24, c'est ça? 23,92. Fait que la Belgique a environ la moitié des juges qu'elle devrait avoir. C'est catastrophique. Puis l'arrière judiciaire que ça crée, j'ai lu des trucs hallucinants, genre 40 mois d'attente en droit du travail. 4 à 5 ans en droit civil à Bruxelles. 40, ouais. C'est pas une blague. La Cour européenne des droits de l'homme les a condamnés à répétition pour le non-respect du délai raisonnable. Bon, le gouvernement a quand même réagi avec son fameux plan Justice 2030, un gros chèque de 5,3 milliards d'euros qui vient du plan de relance européen. Ça devrait aider, non? En surface, oui. L'axe principal, c'est la numérisation. Moderniser les bases de données, tout ça.
Mais la Cour de cassation, elle, a très peur de ce qui s'en vient. Pourquoi? Elle dénonce l'administrativisation de la justice. En gros, l'exécutif veut lier ce financement à des indicateurs de rendement. Ah, on veut gérer la justice comme une shop? Exactement. On parle d'output, de justice expéditive. Ils veulent même imposer des audiences en visioconférence directement depuis les prisons pour économiser de l'argent. C'est fou! C'est littéralement comme affamer un chien de garde pendant des années, puis quand il jappe trop lentement parce qu'il est épuisé, on veut le remplacer par un chiffrier Excel qui mesure son ratio de jappement par minute. C'est une image assez frappante, là. Puis c'est là qu'il faut différencier la démocratie de l'État de droit. Vas-y, explique-nous la nuance. La démocratie, c'est le pouvoir de la majorité, du peuple. Mais l'État de droit, c'est une défiance salutaire envers la puissance publique. C'est ce qui protège l'individu. La Ligue des droits humains s'inquiète vraiment que cette rentabilité-là prenne le pas sur les droits de la défense. Sans compter le débat de 2025 sur la défédéralisation de la justice, l'étude des professeurs Sotius et Rochetus, Oui, séparer la justice par région. ce qui risquerait de créer d'énormes inégalités de traitement d'une province à l'autre, mais c'est quoi, Sam? Le manque de moyens, c'est grave, mais il y a pire. Oui, la rupture ultime. Exact. Le symptôme le plus alarmant de la mort de la séparation des pouvoirs, c'est pas la lenteur, c'est ce qui arrive quand la justice réussit malgré tout à faire son travail, à rendre un jugement, puis que l'exécutif l'ignore purement et simplement. Cela soulève une question importante sur le respect de la loi par l'État lui-même. L'Institut fédéral pour la protection des droits humains dénonce carrément un double standard belge sur la scène européenne. C'est là qu'on revient à mon intro, la crise de l'asile, plus de 9000 condamnations de l'État pour avoir laissé des demandeurs d'asile dormir dans la rue, alors que c'est une obligation légale de les loger. Puis en 2023, la CDH a lâché le terme de défaillance systémique. Puis on a même vu une secrétaire d'État refuser ouvertement, devant les médias, de se conformer à un arrêt du Conseil d'État. C'est comme si la loi, c'était optionnel pour eux. C'est ça. Et ça se passe pas juste au fédéral. La région wallonne le fait avec les exportations d'armes. Ah oui, l'histoire de l'Arabie saoudite? Oui, le Conseil d'État annule leur licence d'exportation d'armes parce que ça viole les droits humains. Qu'est-ce que la région fait? Elle contourne l'annulation en réémettant des licences pratiquement identiques juste après. C'est se moquer du monde? Puis le dossier de l'aéroport de Bruxelles National avec les nuisances environnementales? Ah, les astreintes. Le gouvernement fédéral préfère payer 25 millions d'euros de pénalités avec notre argent, enfin l'argent des contribuables, plutôt que de régler structurellement le problème du bruit pour les riverains. C'est une véritable rupture du pacte social. Si les gouvernements peuvent s'affranchir de la loi puis juste payer pour ignorer les juges, mais la séparation des pouvoirs n'est plus qu'une façade théorique. C'est clair. Et cette impunité interne-là, elle finit par se voir de l'extérieur. Les vigies internationales ont vraiment sorti leur carton rouge. Le déclassement mondial est enclenché, oui. Le fameux VDEM Report de 2026 a déclassé la Belgique dans la catégorie des sliders, les pays en recul démocratique. Puis c'est pas les seuls. Le Democracy Index de The Economist maintient le pays dans les démocraties défaillantes. Même Freedom House leur a retiré un point complet en 2026 à cause du blocage gouvernemental interminable à Bruxelles. Puis le Rule of Law Index pointe directement l'empiètement de l'exécutif. Ils sont rendus au 17e rang. Face à tout ça, le nouveau gouvernement fédéral propose un électrochoc constitutionnel dans son accord 2025-2029. Le remède controversé? Exact. Ils promettent une 7e réforme de l'État en déverrouillant l'article 195 de la Constitution. Déverrouiller le 195, c'est pour aller plus vite sans passer par des élections, c'est ça? C'est le principe, oui. Le but, c'est de forcer des coalitions miroirs. Aligner la couleur politique du fédéral avec celle des régions, pour éviter que tout le monde se bloque mutuellement. Exactement. Mais c'est la reprise en main disciplinaire qui inquiète beaucoup d'observateurs. L'accord renforce le Conseil supérieur de la justice, mais pour imposer des évaluations super strictes sur l'efficacité des juges. Fait encore leur rendement. Puis j'ai vu qu'ils envisagent de fermer des bâtiments judiciaires pour délocaliser les audiences dans des simples maisons communales, en plus d'imposer la vidéoconférence partout. Tout à fait. C'est la continuité de la logique de 2024. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que ces nouvelles réformes-là vont soigner le patient ou est-ce qu'elles vont simplement achever le pouvoir judiciaire en le mettant définitivement sous tutelle managériale? Bien, si on synthétise tout ce qu'on a vu, la séparation des pouvoirs en Belgique a glissé. On est passé d'un équilibre institutionnel entre législatif, exécutif et judiciaire à une négociation technocratique entre les présidents de partis et les exécutifs régionaux.
laissant les juges sur la touche. Complètement exsangue, oui, puis souvent ignoré. Sans un financement sanctuarisé et sans vraie sanction pour les gouvernements qui ignorent les juges, le modèle libéral est gravement dangereux. Ce qui m'amène à une pensée provocatrice pour terminer. On a passé des décennies à penser la séparation des pouvoirs de façon horizontale, c'est les trois branches classiques qui surveillent. Le fameux triangle. Exact. Mais si la véritable séparation des pouvoirs en Belgique n'est plus du tout horizontale, si elle s'est plutôt transformée en une guerre d'usure verticale entre les différentes régions puis les états-majors des partis politiques au sommet. C'est une excellente question. Est-ce que le modèle de Montesquieu est devenu totalement obsolète au 21e siècle? Faut-il carrément inventer une nouvelle théorie de l'État pour gérer ces fédérations ultra complexes? Voilà de quoi faire tourner les neurones de notre auditoire. Un immense merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette exploration pointue. N'hésitez pas à continuer de creuser ces idées de votre côté. À la prochaine! Imaginons un instant la scène. Mettons qu'on poursuit l'État en justice. Ça fait des années qu'on se bat, on a monté un dossier en béton, on passe devant le juge, puis miracle, on gagne. Ouais, la grande victoire. Exactement. Le juge tape du marteau, l'État est condamné, puis il doit rectifier le tir. Et là, l'État hausse ses épaules, tourne les talons et ignore complètement le jugement. Comme si de rien n'était. Voilà. Puis on parle pas d'une dictature obscure, non. On est au cœur même de l'Union européenne. Fait qu'aujourd'hui, on met la table sur un sujet absolument fascinant, la santé institutionnelle de l'État belge en ce mois de mai 2026. C'est une image vraiment frappante, mais c'est exactement la réalité qu'on observe sur le terrain. Tu sais, l'idée fondatrice de nos démocraties, c'est cette fameuse séparation des pouvoirs de Montesquieu. Le classique législatif, exécutif, judiciaire. Coin surveille les deux autres. La géométrie parfaite de la démocratie. Mais la réalité, c'est que quand on arrive sur le chantier quelques décennies plus tard, on réalise que les locataires ont abattu des murs porteurs, ils ont rajouté des rallonges sans permis. Ouais, et l'électricité passe littéralement par les tuyaux de plomberie. C'est exactement ça. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est d'offrir un raccourci mental pour comprendre cette mécanique-là. On s'entend que la Belgique est mondialement célèbre pour sa fameuse lasagne institutionnelle. Avec ses 6 niveaux de pouvoir, oui. 6 niveaux, c'est capoté, mais l'idée, c'est pas de faire un cours de droit constitutionnel ennuyeux. La mission, pour quiconque nous écoute, c'est de découvrir qui tire vraiment les ficelles quand le rideau se ferme. Parce que la symétrie entre le pouvoir sur papier et le vrai pouvoir, elle est spectaculaire. Bon, on va décortiquer tout ça. Si l'édifice tremble autant, on commence l'inspection par quelle fondation au juste? Pour vraiment saisir l'ampleur de la fracture, il faut regarder le cœur théorique du système, c'est-à-dire le Parlement. Techniquement, c'est là que réside la souveraineté du peuple. En théorie, oui. Mais dans les faits, on assiste à une atrophie institutionnelle quasi totale de cette chambre-là. Il y a un gouffre énorme entre ce que la Constitution prévoit et la réalité de tous les jours. C'est clair. Techniquement, la Constitution belge garantit ce qu'on appelle un mandat libre. En gros, un élu représente la nation tout entière. Exact. Il n'a pas de mandat impératif. C'est ça. Il n'est pas censé être l'employé de son parti, il doit pouvoir voter selon sa conscience. Mais le contraste avec les chiffres récents est fracassant. On parle d'une discipline de vote au Parlement fédéral qui atteint 99,7 %. Ouais, 99,7 % lors des scrutins stratégiques. C'est du jamais vu. 99,7 %. C'est rendu que le Parlement est souvent décrit comme une simple chambre d'enregistrement. Et c'est là que la souveraineté a migré. Le vrai pouvoir. Il réside plus pantoute dans l'hémicycle où les lois sont votées. Il a déménagé dans les quartiers généraux des partis politiques. Dans les bureaux fermés. Exactement. Entre les mains d'une poignée de présidents de partis. Eux, ce sont les véritables faiseurs de rois, des figures majeures qui souvent siègent même pas au gouvernement. J'adore cette image-là parce que ça me fait penser à une usine moderne. Tu sais, les parlementaires sont devenus des espèces de presse-boutons sur une chaîne de montage. C'est une super bonne analogie. La chorégraphie est écrite d'avance dans un bureau loin de l'usine, puis les députés font juste valider le produit fini. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y. La ligne de parti, ce qu'on appelle le whip. Ça existe dans toutes les démocraties occidentales. Au Canada, au Royaume-Uni, il y a une discipline forte. En quoi ce niveau de contrôle en Belgique est-il si exceptionnel ou dangereux? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'intensité du phénomène, puis le transfert total de souveraineté. Ailleurs, comme dans les pays scandinaves ou même au Royaume-Uni, oui, la discipline existe. Mais les députés ont encore du poids.
Exact. Il y a de véritables négociations internes, des frondes parlementaires possibles. Les comités ont des dents. Mais, en Belgique, on parle carrément d'une particratie consulaire. Une particratie consulaire, c'est-à-dire? C'est un système où une junte de présidents de partis dicte la loi de la nation, mais de l'extérieur des institutions. Wow! Oui, ils sont pas ministres, parfois même pas élus à l'exécutif, mais ils ont un droit de veto absolu. Et ce qui verrouille ce système-là, c'est l'argent. Le financement public. Absolument. Les partis belges reçoivent des dotations astronomiques. On parle d'environ 188,3 millions d'euros par année. Ça, c'est 74 % de leurs ressources totales. Attends un peu, 188 millions d'euros par année d'argent public juste pour financer les appareils de parti? C'est colossal, oui. C'est complètement fou. Puis la conséquence de ça, c'est que les partis sont devenus financièrement indépendants de leurs propres membres. Ah, ils n'ont plus besoin des cotisations militantes. Exactement. Ça les rend intouchables par leur base. Et pour un député, la sanction partisane, elle est mortelle. Si tu votes contre la ligne, le président du parti te met sur une place inéligible aux prochaines élections. Ta carrière est finie sur le champ. Voilà. Fait que cette menace paralyse toute velléité d'indépendance. C'est fascinant puis terrifiant en même temps. Fait que si on résume, le pouvoir législatif est neutralisé. Il est juste là pour étamper des décisions prises ailleurs. C'est ça. Logiquement, on pourrait se dire, parfait, c'est l'exécutif officiel qui a les mains sur le volant, le premier ministre, les ministres. Mais c'est là que ça devient complètement fou avec les sources qu'on a. Ah oui, parce que ce pouvoir-là, l'exécutif formel, il est lui aussi contourné par des structures parallèles. L'exécutif est surpuissant, mais pas sous la forme constitutionnelle qu'on imagine. Explique-nous ça. La pièce maîtresse de cette gouvernance de l'ombre, c'est ce qu'on appelle le CARN. C'est le comité ministériel restreint. Le fameux CARN, on lit ce mot partout quand on analyse la politique belge. C'est qui est là-dedans exactement? Ça rassemble le premier ministre et les vice-premiers ministres de chaque parti de la coalition. Et c'est là que la séparation des pouvoirs prend le bord. Le CARN prend absolument toutes les décisions vitales. Il tranche les budgets, les réformes. Tout. Sauf que juridiquement, le CARN n'a aucune existence constitutionnelle. Le mot n'y figure même pas. Et le pire, aucune obligation légale de publier des procès-verbaux de leur réunion. Fait que c'est l'opacité totale. C'est comme le salon VIP très sombre d'un club. C'est une bonne comparaison. Le gouvernement officiel, c'est le grand plancher de danse, mais le CARN, ce sont les 5 ou 6 personnes assises dans les banquettes au fond. Les videurs empêchent quiconque de voir comment la recette du cocktail national est préparée. Et on te sert le verre tout fait à la fin. Exact. C'est ça. D'ailleurs, parlant de ces gens dans le salon VIP, l'exemple du gouvernement d'Arizona autour de 2024-2029 est super frappant. Le CARN était composé exclusivement de 5 hommes. 0 femme. 0 femme au sommet décisionnel de l'État. Ça en dit long sur le déficit de représentativité que ça crée. Et pour filer ta métaphore des videurs du salon VIP, il faut parler des cabinets ministériels. C'est l'autre bras armé de la particratie. L'armée des ombres, comme on lit dans nos documents. Exactement. Dans une démocratie parlementaire classique, disons le modèle scandinave, un ministre s'appuie sur une fonction publique neutre, des fonctionnaires de carrière. Des gens qui connaissent les dossiers, peu importe le parti au pouvoir. Ben oui. Mais en Belgique, l'administration est colonisée par les partis. Chaque ministre débarque avec une armée de collaborateurs recrutés sur allégeance partisane. Quand on dit une armée, mettons, on parle de combien de personnes? Ça peut aller jusqu'à 100 personnes pour un seul ministre. 100 personnes? Mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Un ministre n'a pas besoin de 100 conseillers? C'est parce que le terme conseiller est trompeur. Ils font pas que conseiller, ils remplacent carrément l'administration. Ce sont eux qui rédigent les lois, qui négocient. Et qui bloquent l'accès aux ministres, j'imagine. Absolument. Puis ces cabinets-là coûtent à l'État belge entre 150 et 180 millions d'euros par an. C'est de l'argent public pour financer des militants, dans le fond. Fait que ça court-circuite complètement l'expertise neutre de l'État. OK, si on récapitule cette mécanique de fou, on a un exécutif informel, le CARN, qui contrôle le législatif avec une discipline quasi-soviétique. Ouais. Puis qui contrôle l'administration via des cabinets partisans. Fait que s'il contrôle ça,
il reste logiquement juste un vrai contre-pouvoir constitutionnel, le pouvoir judiciaire. Les tribunaux. Et c'est exactement là que le barrage cède publiquement en ce moment. Quand un exécutif devient intouchable politiquement, la seule résistance légale, c'est la justice. C'est inévitable. Et la Belgique assume désormais une doctrine de non-exécution des décisions de justice. C'est extrêmement dangereux. Ça, c'est le bout de notre analyse qui me fait le plus capoter. On en parlait au tout début. C'est littéralement comme jouer à un jeu de société, perdre selon les règles, puis juste refuser de donner ses jetons. C'est exactement ça. Puis c'est pas des cas isolés. Prenons la crise de l'asile et l'Agence Féd'asile. La loi oblige l'État à fournir un accueil aux demandeurs d'asile. Et l'État le fait pas. L'État le fait pas. Des gens dorment dans la rue, les avocats vont en justice, les juges condamnent l'État belge à héberger ces personnes sous peine d'astreinte financière. Et bon, on parle de plus de 10 000 condamnations accumulées. 10 000 fois. 10 000 fois où un juge a dit à l'État « Vous violez la loi ». Et l'État a ignoré ces jugements. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs sorti des arrêts chocs en avril 2026 pour condamner cette inaction-là. Et c'est pas juste sur l'asile, tu sais. Il y a aussi la question climatique avec la fameuse affaire Climatic. Ah oui, le climat. Des citoyens poursuivent l'État pour inaction, ils gagnent, le juge fixe des objectifs contraignants, puis l'État traîne les pieds, les astreintes s'accumulent. Mais la question qui tue, c'est comment un État moderne justifie ça légalement? Bien, les justifications de l'exécutif sont toujours enveloppées dans une rationalité pragmatique. Ils disent « Ah, c'est la complexité institutionnelle, c'est dur de s'entendre entre le fédéral et les régions. » Ou l'urgence des crises, j'imagine. Ouais, mais l'argument massu, c'est les contraintes budgétaires. C'est ce que certains chercheurs appellent le néolibéralisme autoritaire. OK, pause. Néolibéralisme autoritaire, c'est lourd comme terme. On parle de quoi? De gérer l'État avec une calculatrice au lieu de la Constitution? C'est pas mal ça, oui. L'exécutif utilise l'austérité budgétaire pour justifier de contourner des droits fondamentaux. Ils disent en gros, le juge a parlé, mais on n'a pas l'argent, fait qu'on suspend l'état de droit là-dessus. Wow! Mais juridiquement, aucun problème de budget peut excuser le non-respect d'un jugement. C'est ce qui a valu à la Belgique d'être placée sous la fameuse règle 32 du GEGRO. La règle 32, ça sonne comme une grosse pénalité au hockey, mettons un 5 minutes de punition. Mais c'est quoi l'impact réel? Le GRECO, c'est le groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe. La règle 32, c'est un carton rouge institutionnel pour non-conformité structurelle. Aïe! Ça pointe une érosion gravissime de la séparation des pouvoirs. Ça fait mal à l'image internationale, ça. Puis nos sources pointent un double standard épinglé par l'Institut fédéral des droits humains. C'est presque ironique. Ah oui, le contraste avec l'Europe. D'un côté, la Belgique fait la morale à la Hongrie ou à la Pologne sur l'état de droit à table européenne, puis de l'autre, elle snobe ses propres juges. Mais il faut bien comprendre la différence. La Hongrie a activement changé ses lois pour purger ses tribunaux. C'est une attaque frontale. Alors qu'en Belgique, En Belgique, la justice reste indépendante. Le problème, c'est l'indifférence. L'exécutif se contente d'ignorer le juge. C'est pour ça qu'on parle d'une dérive vers un genre d'État voyou interne. en écoutant tout ça, c'est impossible de ne pas se demander, face à un tableau aussi critique, pourquoi personne casse la machine? Pourquoi on ne met pas fin à ce système-là? Et c'est là qu'on amène la nuance cruciale. C'est le paradoxe de la survie. Ce système de particratie, c'est pas juste un bug machiavélique, c'est une fonctionnalité de survie. Une Fonctionnalité de survie. Fait que si on enlève ça, le pays explose. Précisément. Arène Léprart, en sciences politiques, appelle ça le consociationalisme. Tu sais, la Belgique est un pays profondément divisé sur les plans linguistiques et culturels. Entre les néerlandophones et les francophones. Exactement. Dans une société aussi divisée, une démocratie classique où la majorité gagne, ça conduirait à la guerre civile ou à la scission du pays. Parce que la majorité linguistique flamande imposerait toujours sa loi. Voilà. Puis vu qu'il n'y a plus de partis politiques nationaux, les seuls qui peuvent négocier au-delà de la frontière linguistique, ce sont les présidents de partis. Ah, je comprends. C'est eux le seul pont. Oui, ils négocient des compromis hyper complexes, puis s'ils ne peuvent pas imposer ces compromis-là avec une discipline de fer, l'accord s'effondre, puis le pays est ingouvernable. C'est le ciment qui empêche l'explosion. C'est le paradoxe ultime. Pour sauver le pays de la fragmentation, on doit essentiellement mettre la démocratie parlementaire sous anesthésie générale.
C'est fascinant quand on regarde l'image plus large. Ça a permis la paix, oui, mais la rigidité d'hier, elle paralyse la Belgique d'aujourd'hui. À l'extrême droite, qui a même percé au niveau local à Ninove. Puis on lit dans les baromètres sociaux que la confiance publique dans les partis s'effondre. On parle de 22 à 39 de confiance seulement. Mais le point important, c'est que le soutien à l'État social, lui, reste super élevé. Genre la santé, la police. Oui, ça reste au-dessus de 80 %. Les gens aiment le filet social, ils détestent juste le pilote dans l'avion. Fait que si on fait une synthèse de cette exploration, la séparation des pouvoirs, elle est écrasée par la logique des partis et du cairn. Mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour quiconque s'inquiète de ça? Oui, la société civile résiste. Il y a des modèles innovants qui apparaissent pour contourner ce verrouillage-là, comme le modèle Ost-belgien dans la communauté germanophone. Le fameux modèle Ost-belgien, c'est quoi exactement? C'est des citoyens tirés au sort qui forment un conseil permanent. Ils n'ont pas de carte de parti, ils délibèrent. Et le vrai Parlement est légalement obligé de débattre de leurs recommandations. Wow! On voit aussi ça avec les commissions délibératives bruxelloises. Ça ramène de l'oxygène démocratique. C'est super intelligent, ça enlève le calcul électoral à court terme, puis un citoyen tiré au sort n'a pas peur du président de parti. Exactement, c'est une façon de forcer la machine à respirer autrement. Fait que ça m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice pour clore ça. On a vu que la survie d'un État fragmenté nécessite de contourner le vrai débat. Mais à quel moment la gestion de crise permanente devient-elle juste le régime normal? C'est la grande question. Puis surtout, si la technologie ou ces assemblées citoyennes devenaient capables de créer du consensus à la place des présidents de parti, est-ce que ces fameux faiseurs de roi accepteraient de rendre les clés du pouvoir? Ça m'étonnerait qu'ils lâchent le morceau facilement. Non, vraiment pas. C'est une question à méditer pour quiconque s'intéresse à l'avenir des démocraties complexes. Ce fut toute une plongée dans les coulisses de l'État. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion. Habituellement, quand on pense à une dérive autoritaire, l'imaginaire collectif produit un peu toujours la même scène. On s'imagine des changements de régime vraiment brutaux, des chars d'assaut qui roulent dans les rues, ou bien des couvre-feux imposés du jour au lendemain. Ouais, c'est l'image classique qu'on a tous en tête. Exact. Des élections purement et simplement annulées. Bref, c'est bruyant, c'est dramatique. C'est comme une alarme d'incendie qui sonne à plein volume dans tout le pays. Dans notre esprit, l'effondrement démocratique a toujours un visage super théâtral. T'sais. On s'attend à ce que la ligne de fracture entre un État de droit puis un régime autoritaire soit tellement évidente que personne ne peut la rater. Sauf que, quand on se penche sur le monde de la gouvernance contemporaine, cette image hollywoodienne-là prend un peu le bord. L'analyse de nos sources d'aujourd'hui, qui s'appuie sur un rapport vraiment exhaustif et fascinant de 2020 à 2026, révèle un phénomène beaucoup plus insidieux. Absolument. C'est beaucoup moins visible à l'œil nu. Notre exploration d'aujourd'hui plonge dans un démantèlement qui se passe dans un silence absolu, au cœur même de l'Europe, dans une démocratie qu'on considère pourtant comme ultra stable, c'est-à-dire la Belgique. Les auteurs du rapport utilisent une expression qui frappe vraiment l'imaginaire. Ils parlent d'une autocratisation furtive. Et le terme furtif est vraiment le nœud du problème ici. L'architecture de l'État s'effondre pas avec des bombes ou des coups d'État militaires. Elle s'effrite de l'intérieur. Ouais. C'est par des mécanismes bureaucratiques, par des règles comptables qui sont modifiées en catimini, puis par des décisions financières. Tout ça se produit sous le radar. C'est ça qui est effrayant. Fait que c'est d'une manière presque invisible pour le grand public, ce qui rend le processus terriblement efficace en bout de ligne. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent, c'est de comprendre cette mécanique-là. Les documents identifient 5 piliers fondamentaux qui expliquent cette perte de souveraineté fulgurante. C'est un plan assez chargé. Ouais, vraiment. On va parler de l'influence démesurée des cabinets de conseil, du manège des élites politiques, d'une surveillance algorithmique qui punit les plus vulnérables, de la chute du pays dans les indices démocratiques et surtout du mépris pur et simple des décisions judiciaires. Un beau programme. Bon, on va décortiquer tout ça. Comment un État, avec toutes ses institutions, en arrive-t-il à se vider volontairement de sa propre substance intellectuelle? Pour comprendre cette perte de contrôle-là, il faut d'abord regarder à qui l'État délègue sa matière grise. La logique voudrait qu'un pays s'appuie sur une fonction publique forte, c'est une haute administration avec une mémoire institutionnelle capable de planifier à long terme. Ce qui fait du sens. Exactement. Mais les sources démontrent que l'État fédéral belge a opéré une substitution massive. La réflexion stratégique, elle est juste plus faite à l'interne. Elle a été sous-traitée à des cabinets de conseil privés.
Les fameuses grosses firmes. Oui, notamment ce qu'on appelle les Big Four, c'est-à-dire Deloitte, PwC, EY et KPMG, ainsi qu'à de grands cabinets de stratégie américains comme McKinsey, par exemple. Et dans les documents, il y a des données financières sur cette sous-traitance-là, puis je dois avouer que j'ai dû relire les chiffres pour être certain de bien comprendre. C'est à quelle échelle exactement? Les montants sont genre faramineux. En l'espace de seulement 2 ans, l'État fédéral belge a dépensé 2,5 milliards d'euros pour des consultants externes. Voyons donc, 2,5 milliards? Oui, en 2 ans. Et le problème, c'est pas seulement le montant, c'est le manque total de reddition de comptes. Un rapport d'audit de la Cour des comptes publié en 2025 dresse un portrait complètement accablant de la situation. C'est-à-dire? Bien, l'État n'a même pas d'inventaire centralisé pour savoir exactement ce qu'il achète avec cet argent-là. Il n'y a aucune stratégie documentée. Les auditeurs ont même trouvé des rapports facturés 89 000 € par des firmes externes. 89 000 € pour un rapport. Oui, puis le pire, c'est que c'était au final des simples copier-coller de travaux que les fonctionnaires avaient déjà réalisés à l'interne. Attends un peu, là. On dépense 2,5 milliards et on paye des dizaines de milliers d'euros pour du copier-coller. Ça n'a aucun bon sens. Je sais, ça semble irréel. Mais pourquoi l'État fait ça? Pourquoi ne pas juste utiliser ses propres fonctionnaires qui connaissent déjà les dossiers par cœur? C'est lié à une spécificité très, très forte de la culture politique en Belgique. C'est le système des cabinets ministériels. Ailleurs, mettons, les ministres ont de petites équipes politiques puis ils s'appuient sur l'appareil d'État. OK. Mais en Belgique, les ministres s'entourent de cabinets pléthoriques. On parle de dizaines, voire de centaines de conseillers recrutés directement par le ministre. Ouf, ça fait du monde. Et très souvent, c'est sur la base d'affinités partisanes. Résultat, la fonction publique traditionnelle est complètement marginalisée. Fait que les experts de carrière sont tassés. Exact. Les fonctionnaires de carrière qui sont censés être neutres sont relégués à de l'exécution pure et simple, pendant que des conseillers politiques temporaires prennent les rênes. Puis ce sont eux qui embauchent des consultants à prix d'or pour faire le travail de fond. Ce qui nous amène à la question de savoir qui sont ces conseillers politiques-là, parce que le rapport met en lumière une dynamique qu'on appelle les portes tournantes ou revolving doors. Ouais, un phénomène très documenté. Les gens qui chuchotent à l'oreille des ministres semblent bouger beaucoup. Comment ça fonctionne concrètement dans l'écosystème belge? La mécanique est assez troublante par sa fluidité. Les sources recensent de multiples cas où des collaborateurs naviguent sans cesse entre les hautes sphères de l'État puis les grands lobbies privés. Les documents citent ces faits-là de manière purement objective, sans aucun jugement, juste pour illustrer une faille systémique. Comme quel cas, par exemple? On observe des membres du cabinet de l'ancien premier ministre Alexander De Croo qui quittent le gouvernement pour rejoindre des organisations de défense des intérêts patronaux, comme l'Union des classes moyennes. Ah ouais? Puis parfois, ils reviennent au public. On voit aussi des conseillers liés au mouvement réformateur, le MR, qui passent de postes super stratégiques dans les cabinets de l'énergie, direct vers des géants de l'industrie énergétique, comme Tractebel ou GDF Suez. C'est fou. C'est un peu comme engager un entraîneur personnel qui est censé te faire un plan de remise en forme rigoureux, mais qui est secrètement payé par la chaîne de restauration rapide d'en face. C'est une excellente analogie. Il va te concevoir un programme sur mesure, oui, mais c'est un programme subtilement conçu pour s'assurer que tu aies une envie incontrôlable d'aller manger leur burger juste après l'entraînement. Mais je veux me faire l'avocat du diable une seconde. Va-y. Le discours classique, c'est de dire que les ministères sont lourds, bureaucratiques, puis vraiment lents. Est-ce qu'on pourrait pas argumenter que l'État a justement besoin de cette perméabilité-là avec le secteur privé pour gagner en efficacité? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette promesse d'efficience cache un conflit d'intérêts structurel majeur. Quand on explique comment ces firmes-là opèrent, on comprend vite le piège. OK, explique-moi ça. Le marché mondial du conseil est dominé à 87 % par ces fameux Big Four. Prenons la fiscalité, mettons. L'État paye ses consultants pour l'aider à rédiger de nouvelles lois fiscales super complexes. Jusque-là, ça va. Ouais, mais ces mêmes consultants retournent ensuite dans leur bureau puis conseillent les plus grandes multinationales privées sur la manière d'exploiter les failles de ces mêmes lois qu'ils viennent tout juste d'écrire. Juste pour qu'elle paye le moins d'impôts possible. Exactement. L'État achète pas une expertise neutre. Il internalise les préférences de firmes qui servent d'abord le capital privé. L'État s'aveugle par choix, dans le fond. Donc, l'État délègue son cerveau aux firmes qu'il est censé réguler. Fait que si ça, c'est ce qui se passe au sommet de la pyramide, comment cette dynamique-là affecte la base? C'est là que ça devient concret pour le monde. Parce que l'analyse montre que ce système, c'est pas juste une affaire de col blanc dans des tours de bureau à Bruxelles,
Ça a un impact hyper direct puis souvent brutal sur le quotidien de la population. Et ironiquement, le lien entre les deux, c'est la technologie. Exactement. Le rapport démontre l'émergence d'un État à deux visages. De côté, tu as un État extrêmement perméable, voire soumis au lobby des géants de la technologie, les fameux GAFAM. Oui. Pendant que l'Europe essaie de réguler ce Far West numérique avec des textes comme le Digital Services Act, en Belgique, les partis politiques se sont rendus presque structurellement dépendants des algorithmes de ces mêmes plateformes pour exister politiquement. Les chefs sur les financements politiques sur les réseaux sociaux m'ont vraiment frappé dans les sources. Avant que les lois européennes viennent encadrer un peu tout ça, vers la fin 2025, la Belgique était considérée comme la championne européenne absolue des dépenses politiques sur Facebook. Oui, puis ça, en dehors même des périodes électorales, faut le préciser. Exact. Les sources rapportent de façon très factuelle que des formations comme la NVA, la page personnelle de Bart de Wever ou encore le Vlaams Belang injectaient des sommes colossales. On parle de plus de 3 millions d'euros en 2021, juste pour du micro-ciblage algorithmique. C'est énorme. L'objectif avoué, c'est de contourner la presse traditionnelle pour injecter des messages directement dans le fil d'actualité des citoyens. Mais avec tout cet argent qui circule, d'où proviennent les fonds, tu sais? Est-ce qu'il n'y a pas des lois pour contrôler ça, tu sais? En principe, oui, il y en a. Une loi de 1989 visait justement à limiter les dépenses puis à imposer de la transparence. Mais c'est là qu'on voit comment la machinerie s'est complètement déréglée au fil du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une modification législative soutenue notamment par Herman de Croo qui a introduit une faille monumentale. Elle a exempté les associations sans but lucratif, les ASBL, liées aux partis politiques, des règles strictes de transparence comptable. Ah, la belle échappatoire. Exact. Ces ASB-là agissent comme des satellites pour les partis politiques. Elles brassent des millions sans avoir à publier des comptes détaillés, créant des espèces de trésors de guerre complètement opaques qui paient pour cette propagande algorithmique-là. C'est fou quand on y pense. L'État laisse des portes grandes ouvertes pour le financement opaque des partis, puis s'agenouille devant les géants du Web, sans compter l'évasion fiscale classique, là. Oui, ça aussi, c'est abordé. Les documents soulignent que le délai de prescription pour poursuivre les fraudeurs a été abaissé 10 à 7 ans, ce qui est un cadeau immense pour les avocats fiscalistes. Des partis comme Écolo Groen et le PTB ont d'ailleurs dénoncé le fait que l'inspection spéciale des impôts manque cruellement de personnel. C'est un manque de ressources flagrant. Mais le contraste qui choque le plus dans cette plongée-là, c'est quand on regarde comment cet État, si doux et compréhensif avec les puissants, traite ses propres citoyens vulnérables. C'est là que la symétrie devient vraiment brutale, ouais. L'État prétend manquer de ressources pour enquêter sur les millions de l'évasion fiscale, mais il déploie une puissance technologique terrifiante pour traquer la fraude sociale au niveau micro. Et ça, c'est terrifiant. On parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle puis d'une technique qu'on appelle le data matching. L'Office national de l'emploi, l'ONEM, puis les centres publics d'action sociale, les SPAC, ont littéralement industrialisé le contrôle des chômeurs et des prestataires d'aide sociale. Comment ça fonctionne concrètement, ce fameux data matching, là? L'algorithme croise des milliards de points de données qui proviennent de différentes agences gouvernementales puis de fournisseurs de services. Par exemple, il va scruter la consommation d'eau, d'électricité d'un appartement. OK, donc il regarde tes factures. Exact. Si la consommation baisse sous un certain seuil calculé par la machine, l'algorithme déduit tout de suite qu'il s'agit d'un domicile fictif. Il génère alors automatiquement une alerte rouge pour fraude présumée, ce qui déclenche des enquêtes super intrusives, comme des visites à domicile surprises. Voyons donc, juste parce que tu as consommé moins d'eau. Les statistiques de 2023 à ce sujet sont vertigineuses. L'ONEM a mené plus de 23 000 enquêtes sur les chômeurs, exigeant le remboursement de près de 22 millions d'euros. Et voici où ça devient vraiment intéressant. Oui. Ce système-là frappe de manière complètement inégale. Les rapports d'Amnesty International qui sont cités montrent que ces algorithmes ciblent de façon disproportionnée les familles monoparentales. C'est le point le plus critique, oui. En Wallonie, 80% de ces familles-là sont dirigées par des femmes et elles ont un risque de pauvreté qui approche les 50%. Fait que si une mère célibataire héberge quelqu'un temporairement pour joindre des bouts, la machine voit une colocation non déclarée
Pierre Couplier-Vivre. Sans aucune nuance humaine. C'est comme si la souveraineté numérique belge est un salon VIP avec champagne à volonté pour les multinationales, mais qu'elle se transforme en un panoptique dystopique, un vrai mirador punitif dès qu'il s'agit des mères célibataires. Cette comparaison-là est très juste. Ce que l'État fait, au fond, c'est criminaliser la pauvreté sous le couvert d'une prétendue optimisation administrative. Ouais, on se cache derrière la technologie. Le plus grave, du point de vue des droits fondamentaux, c'est la nature même de ces algorithmes-là. Ce sont des boîtes noires. Quand une citoyenne perd ses allocations, elle ne sait pas pourquoi. Elle n'a aucun moyen de vérifier. Non, l'administration refuse de révéler les critères exacts qui ont déclenché l'alerte en prétextant le secret professionnel ou commercial. C'est un système qui remplace l'équité par du code informatique puis qui frappe spécifiquement la population qui n'a pas l'argent pour s'engager un avocat. Mais justement, abordons la question légale, tu sais. Dans une démocratie libérale, si un algorithme gouvernemental brise la vie de citoyens de façon injuste, ces gens-là peuvent faire appel, aller en cours, contester les décisions. En théorie, oui. Le système judiciaire existe pour se servir de contre-pouvoir à l'exécutif, non? Les citoyens se défendent, oui. Puis bien souvent, ils gagnent devant les juges. Mais c'est là qu'on découvre la faille systémique la plus effrayante de notre analyse d'aujourd'hui. Laquelle? Qu'est-ce qui se passe quand les tribunaux condamnent l'État, mais que l'État s'en fiche complètement? C'est ce mépris-là qui explique la chute abrupte de la Belgique dans les classements mondiaux de la démocratie. Ah, tu parles de l'indice international. Oui, le rapport de l'Institut VDEM de 2025-2026, qui évalue plus de 450 indicateurs sur l'état de droit, il fait une comparaison très éclairante. Le rapport fait un parallèle avec l'Europe de l'Est, si je me souviens bien. Exact. Si on regarde la Hongrie, mettons, le gouvernement assume pleinement sa dérive autoritaire. Il modifie la Constitution ou il change les lois ouvertement pour réduire les libertés. C'est assumé. Ouais. La Pologne, de son côté, essaie de reconstruire ses institutions après une période sombre, mais la Belgique, elle, ne change pas ouvertement les lois de façon dictatoriale. Les institutions sont toutes encore là. OK, donc qu'est-ce qu'elle fait de différent? À la place, l'État pratique la désobéissance d'État, c'est-à-dire que le gouvernement ignore sciemment les décisions de son propre système de justice. L'exemple le plus tragique soulevé dans les sources, je pense, c'est la crise de l'accueil des demandeurs d'asile qui sévit depuis la fin 2021. C'est le symptôme le plus visible, oui. L'État belge a des obligations légales, tant au niveau national qu'international, d'héberger les personnes qui demandent l'asile. Or, le gouvernement a purement et simplement décidé d'arrêter de le faire. Des milliers d'âmes, de femmes et d'enfants se retrouvent à dormir dans la rue ou dans des immeubles désaffectés, sans eau ni chauffage. C'est une crise humanitaire en plein cœur de Bruxelles. Naturellement, des organisations de défense des droits humains ont traîné l'État devant les tribunaux pour forcer l'application de la loi, et les juges, sans grande surprise, ont donné raison aux associations. Puis, pas juste une fois, faut le dire. L'État a été condamné à des milliers de reprises par des tribunaux belges de première instance, puis par la Cour du travail. Des milliers de fois. Oui, les juges ont même imposé des astreintes financières, des amendes qui peuvent atteindre 1 000 € par jour de retard et par personne non hébergée. Fait que, face à la justice de son propre pays qui lui ordonne de respecter la loi et puis de payer ces pénalités-là, que fait le gouvernement fédéral? Il ignore les jugements, les huissiers se présentent pour saisir l'argent de l'État, puis l'exécutif lève les épaules. L'État se place délibérément au-dessus des lois qu'il demande à ses propres citoyens de respecter à la lettre. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie pour la démocratie? Si on file une métaphore, c'est comme assister à un match de hockey où un joueur pète les plombs puis fait une faute majeure extrêmement dangereuse. L'arbitre siffle, l'expulse, puis lui dit de quitter la glace. OK, je vois l'image. Sauf que le joueur s'accoude à la bande, sourit, puis refuse de bouger. Et là, on réalise que la Ligue a privatisé la sécurité de l'aréna au profit des propriétaires de l'équipe de joueurs-là. L'arbitre crie, souffle dans son sifflet tant qu'il veut. Personne n'a le pouvoir coercitif de prendre le joueur par les épaules puis de le sortir. Ouais. À partir de ce moment-là, c'est plus un match de hockey, c'est une farce. Le contrat même du jeu est brisé. C'est une excellente illustration du problème. Cela soulève une question importante, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs statué sur cette situation hallucinante-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle a balayé du revers de la main l'excuse du gouvernement belge qui prétendait manquer de places d'hébergement. La Cour va utiliser des mots d'une gravité vraiment exceptionnelle. Elle a qualifié la situation de carence systémique. Carence systémique.
C'est lourd de sens. Oui, et le comité des ministres du Conseil de l'Europe s'en est aussi mêlé. Ce n'est pas un accident de parcours ni un simple problème logistique ou administratif. C'est une faillite institutionnalisée. En refusant de se soumettre à la justice, l'exécutif pulvérise la composante libérale de la démocratie. La cruauté de l'administration envers les demandeurs d'asile puis l'impunité totale de l'État s'installent comme la nouvelle normalité. Fait que si on prend un peu de recul pour notre auditoire puis qu'on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on est allé aujourd'hui, la trajectoire est d'une cohérence assez terrifiante. C'est le portrait d'un État qui s'est sabordé lui-même en plusieurs actes. Un démantèlement par étapes. D'abord, il a externalisé son intelligence, son cerveau politique, à des cabinets de conseil privés pour des milliards d'euros. Ensuite, il a laissé les élites partisanes faire la navette entre les ministères et les grands lobbies dans un système de porte tournante constant. Absolument. Puis s'est mis à pourchasser ses citoyens les plus pauvres avec des algorithmes opaques, tout en fermant les yeux sur les zones grises du financement politique. Puis finalement, quand les tribunaux ont tenté d'arrêter la machine, l'exécutif a simplement décidé d'ignorer la justice, entraînant sa propre chute dans les indices internationaux de démocratie. C'est le portrait global, oui. Les auteurs du rapport touchent vraiment dans le mille avec leur concept de souveraineté fantôme. Les murs du ministère sont encore là, le drapeau flotte au vent, mais il n'y a plus de pilote au volant pour défendre l'intérêt public. Et toute cette autopsie institutionnelle-là débouche inévitablement sur une question vertigineuse. Si un pays démocratique délègue la conception de ses lois fiscales à de grandes firmes comptables privées. Ouais. S'il sous-traite la modération de son débat public aux algorithmes de Meta ou Google, et s'il vide le système de justice de tout son pouvoir de coercition, alors, en fin de compte, qui possède le véritable pouvoir? Qui gouverne réellement? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser pour quiconque s'intéresse à l'état de nos démocraties. Combien de temps la fiction d'une démocratie égalitaire peut-elle tenir debout quand la population constate jour après jour que le système broie les plus petits sans aucune pitié, mais laisse un laissez-passer VIP à ceux qui ont le capital pour dicter les règles ou le pouvoir de simplement les ignorer? La réponse est probablement pas très rassurante. C'est ce qui nous ramène à notre point de départ. La vraie menace autoritaire aujourd'hui n'a pas besoin de chars d'assaut ni de soldats dans les rues. Elle s'installe confortablement quand on arrête de regarder qui écrit vraiment nos lois, comment on programme nos algorithmes et à quel moment les gouvernants arrêtent d'écouter les juges. L'absence d'alarme, le silence de ce démantèlement-là, c'est précisément l'arme la plus redoutable de... Bienvenue au débat. Imaginez une démocratie européenne, littéralement le cœur même de l'Union européenne. Le siège des institutions, hein? Exactement. Puis, cette démocratie-là accumule en ce moment plus de 11 000 condamnations judiciaires actives, c'est-à-dire 11 000 fois où des juges ont ordonné à l'État d'agir, puis où le gouvernement a tout simplement ignoré le jugement. Et personne va en prison pour ça. Personne. Le système continue de tourner comme si de rien n'était. Fait que la question centrale aujourd'hui, c'est de savoir si on assiste à l'effondrement administratif de la Belgique. Est-ce que la Belgique est devenue un cauchemar de dystopie démocratique? C'est un sujet fascinant, surtout qu'on s'appuie sur une littérature super vaste, des rapports de la Commission européenne, du Gréco et même des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Législatif complexe, en mutation, dont le système immunitaire démocratique se bat encore très fort. Puis de mon bord, je suis d'avis contraire. Je soutiens que le pays a bel et bien sombré dans une forme de dystopie administrative contrôlée par une oligarchie partisane. Bon, je peux vraiment pas accepter cette étiquette de cauchemar dystopique. Quand on utilise ce mot-là, on pense à des régimes autoritaires fermés, genre des dictatures. C'est pas en tout ce qui se passe ici. Tu trouves pas? Non, parce que la fameuse complexité belge, ce qu'on appelle à la blague la lasagne institutionnelle, c'est pas un bug. C'est une ingénierie historique ultra sophistiquée. Ça a été conçu pour pacifier un pays qui est profondément divisé sur le plan linguistique et philosophique. Mais une ingénierie qui est complètement brisée aujourd'hui. Sous tension, oui, je te l'accorde. Mais les garde-fous existent toujours. La preuve, c'est que les tribunaux belges continuent de condamner l'État. Puis la Belgique est un pionnier mondial de l'innovation démocratique avec des modèles de tirage au sort permanent. Un véritable État illibéral écraserait ces contre-pouvoirs-là immédiatement. Ouais, mais cette fameuse façade, c'est justement ça qui est pernicieux. La théorie constitutionnelle belge, c'est devenu une pure fiction, tu sais. Une fiction.
C'est un grand mot. Ben, prenons un exemple hyper concret. L'article 42 de leur Constitution, ça garantit le mandat libre pour les élus. Donc, théoriquement, le député vote selon sa conscience. En théorie, oui. Mais la réalité, si on regarde les données, c'est que la discipline de vote dictée par les partis atteint 99,73 %. Ouais, c'est un chiffre massif, je l'avoue. Pratiquement 100 %. C'est ça. Le véritable pouvoir y a été complètement capté par ce qu'ils appellent le CARN. C'est un comité restreint de présidents de partis qui n'a même pas de base constitutionnelle. Puis pire encore, l'exécutif a normalisé la désobéissance civile d'État. Tes 11 000 condamnations sur l'accueil des demandeurs d'asile, ça montre qu'un gouvernement peut ignorer ses propres juges. C'est ce qui qualifie la Belgique d'État voyou de l'intérieur, selon moi. D'accord, l'expression État voyou est forte. Mais on doit se demander si c'est vraiment une volonté de détruire l'État de droit ou si c'est genre une simple crise de sous-financement majeur. L'Europe a déjà tranché là-dessus. Si tu prends les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, comme les affaires Camara ou MV, les juges parlent explicitement d'une carence systémique. Ils disent pas juste « Oups, il y a pas assez d'argent ». Mais l'argent joue un rôle, non? Bien sûr, mais regarde la procédure infamante du Gréco, la règle 32. C'est littéralement pour non-conformité face à l'opacité du lobbying et des patrimoines. L'élite refuse de se soumettre aux règles qu'elle impose aux citoyens. C'est pas une question de budget, ça. C'est une volonté politique. Je comprends ton point sur le Géricault, mais je vois cette situation-là globalement comme une alarme d'incendie. Dans une vraie dystopie autoritaire, mettons en Hongrie ou en Russie, l'alarme qui est la justice, elle est débranchée ou détruite par le pouvoir. Ouais, ils changent les juges. Exactement. En Belgique, l'alarme sonne et elle sonne même de manière assourdissante. Et ça prouve que la démocratie respire encore. Le problème fondamental, c'est l'atrophie budgétaire. Tu savais que la justice belge reçoit seulement 0,22 % du PIB. Contre la médiane européenne qui est à 0,31 %. Ouais. Fait que la justice a juste pas les moyens d'imposer ses décisions. C'est de la négligence catastrophique, je te l'accorde, mais c'est pas un plan dictatorial machiavélique. Ton analogie de l'alarme est bonne, mais la stratégie la plus cynique aujourd'hui, c'est peut-être de laisser l'alarme sonner pendant que tu regardes le bâtiment brûler, tu sais. Ah! De la censure par attrition? Exactement. Ce sous-financement de 0,22 %, c'est documenté en sciences politiques. C'est pas un accident. En affamant les tribunaux, tu neutralises les contre-pouvoirs, sans avoir l'air d'un dictateur. Ça nous amène d'ailleurs directement à la source du problème, la particratie. La domination des partis. Oui. Pour toi, c'est peut-être le ciment de la nation, mais je soutiens que c'est devenu un parasite mortel. La particratie s'est rendue un cartel financier. Les partis s'octroient 75 millions d'euros par an de subventions publiques. Ce qui est énorme pour un pays de cette taille. C'est 74 % de leurs ressources, fait qu'ils sont totalement imperméables à la pression populaire. Puis ton ciment, il n'empêche même plus la paralysie. Regarde les 613 jours de vide gouvernemental à Bruxelles, de 2024 à 2026. Des vétos croisés absurdes. Le ciment est devenu une camisole de force. 613 jours, c'est indéfendable. Sur le plan d'efficacité, c'est clair. Mais il faut comprendre pourquoi ces partis-là sont si puissants. Il n'y a aucun parti national en Belgique. Il y a juste des partis francophones d'un bord puis néerlandophones de l'autre. Ouais, 2 démocraties parallèles. Exact. Fait que dans ce contexte-là, les présidents de partis sont littéralement les seuls acteurs capables de négocier par-dessus la frontière linguistique. Sans cette particratie forte pour forcer des compromis globaux, le pays éclate. C'est un mal nécessaire. Je peux pas acheter l'argument du mal nécessaire quand on voit les dérives récentes, surtout sous la coalition fédérale l'Arizona en 2025. On assiste à un véritable néolibéralisme autoritaire. Autoritaire. C'est un grand mot, encore une fois. Écoute, il impose 23,3 milliards d'euros d'austérité. Puis comment il gère la dissidence? Avec des trucs comme la loi Kentin qui menace de couper les vivres aux associations qui dérangent. Et le coup de grâce, c'est la suppression du vote obligatoire en Flandre en 2024. Mais l'abolition du vote obligatoire, la plupart des démocraties occidentales s'en passent, c'est pas dystopique. Dans le contexte belge, ça l'est. C'était intentionnel. En enlevant l'obligation, ils savaient très bien ce qui allait se passer. L'abstention socio-économique a explosé. Ça a écarté les classes populaires des urnes au profit des élites diplômées. Ils ont organisé la désertion des électeurs pour pouvoir faire passer leur coupe budgétaire sans résistance. C'est vrai que l'impact sociologique de cette mesure-là sur la représentativité est hyper inquiétant. Je te donne ce point-là. Mais je veux te poser une question incisive. Je t'écoute. Tu brosses le portrait d'un système qui se ferme, d'une élite qui veut écraser le citoyen.
Mais comment t'expliques que ce même système-là tolère et même finance des commissions délibératives mixtes au Parlement bruxellois? Les assemblées citoyennes? Ouais. Si le but, c'était vraiment d'écraser le citoyen, pourquoi hybrider le travail des élus avec des panels de citoyens tirés au sort, c'est permanent, genre à os belgien? N'est-ce pas la preuve qu'une mutation post-participatique est en cours, initiée par le système lui-même? Je concède que l'innovation est belle sur papier. La Belgique est un laboratoire pour ça. Mais tant que l'exécutif refusera de rendre ces recommandations-là contraignantes, le tirage au sort, ça reste juste un vernis, un beau vernis démocratique sur une structure de pouvoir qui est complètement verrouillée. Mais ils sont obligés de s'asseoir et d'en débattre publiquement au Parlement. C'est déjà énorme. Ils en débattent, ils disent merci, puis après, la discipline de parti de 99 % reprend le dessus et le rapport finit dans un tiroir. C'est une soupape de sécurité pour faire baisser la pression, rien de plus. Je suis pas d'accord que c'est juste une soupape, mais je vois qu'on arrive vers la fin de notre échange. Fait que si tu devais synthétiser ta position, tu dirais quoi? Je maintiens fermement que les indicateurs d'un basculement illibéral sont là. Le déclassement de la Belgique dans les index mondiaux, l'impunité de l'exécutif face à ses propres juges, la marginalisation du Parlement avec le Cairn, tout ça valide le terme de dystopie démocratique. C'est une démocratie d'apparence, où le respect du droit est devenu optionnel pour ceux qui nous gouvernent. C'est un constat assez sombre. Moi, pour ma part, je conclus que le pays est indéniablement en sursis institutionnel. Il souffre d'une fatigue consociative qui est sévère, mais la robustesse de sa société civile, les juges qui continuent de se battre et ses expérimentations délibératives citoyennes, ça montre qu'on vit une métamorphose douloureuse, pas une fatalité dystopique. Ouais, on voit vraiment le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais je pense qu'on converge sur une urgence majeure. Oh, absolument. Le besoin urgent de refinancer la justice pour qu'elle puisse faire appliquer ses décisions, puis la nécessité de démanteler l'opacité particratique. Ça, c'est incontournable si on veut éviter le pire. Exactement. Puis le matériel source qu'on a consulté regorge de pistes de réforme, comme cette fameuse idée d'une Belgique à 4 régions. Il y a encore beaucoup à explorer. C'est clair. Fait que, on va laisser nos auditeurs poursuivre leurs propres réflexions là-dessus et tirer leurs propres conclusions. Merci d'avoir été avec nous pour le débat. Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on explore les multiples perspectives entourant une crise institutionnelle vraiment majeure, révélée par nos sources. Ouais, et c'est une crise qui soulève des questions fondamentales sur l'état de droit. Absolument. Imaginez un instant, un État démocratique moderne qui préfère payer de sa propre poche 25 millions d'euros en pénalités financières. Au lieu de juste respecter les jugements de ses propres tribunaux. Exactement. Et c'est pas de la fiction, là. C'est la réalité de la Belgique, surtout durant la période charnière de 2024 à 2026, sous la coalition fédérale qu'on appelle l'Arizona. C'est un cas fascinant pour nous en Amérique du Nord, parce que ça montre ce qui arrive quand les fondations même d'une démocratie se mettent à craquer. Fait que la question centrale qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cette crise profonde est juste le symptôme inévitable d'un délitement structurel, une lente agonie budgétaire, mettons. Ou bien, à l'inverse, est-ce que c'est un projet idéologique délibéré visant à instaurer un genre de néolibéralisme autoritaire? Et je vais défendre l'idée que, on assiste clairement à une dérive idéologique intentionnelle de l'exécutif. C'est un démantèlement conscient. Puis de mon côté, je vais soutenir que de prêter des intentions purement machiavéliques à ça, c'est vraiment ignorer la réalité du terrain. C'est avant tout un effondrement causé par 30 ans de sous-financement chronique. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quand je regarde les données de nos sources sur cette coalition Arizona, dirigée par Bart Devers, je vois pas un gouvernement qui subit une crise. Ah non. Non, je vois un gouvernement qui la cultive, on parle de l'émergence d'un hyper-exécutif qui exploite sciemment les faiblesses de l'État. L'exemple le plus flagrant, c'est la politique d'asile. Oui, le dossier des demandeurs d'asile a fait couler beaucoup d'encre. C'est choquant. On a un État qui refuse systématiquement d'exécuter plus de 11 000 décisions de justice. 11 000. C'est énorme, c'est clair. Puis ces décisions exigent juste d'accueillir les gens selon les lois en vigueur. Ignorer 11 000 décisions, c'est pas une simple erreur administrative. C'est pour ça qu'ils accumulent les fameux 25 millions d'euros d'astreinte. Donc de l'argent public gaspillé en pénalité? Exact.
La magistrature belge en est même venue à qualifier son propre gouvernement d'État voyou de l'intérieur. Et si on ajoute les attaques législatives contre les ONG, le portrait est clair. C'est une transformation volontaire pour éliminer les contre-pouvoirs. Je comprends très bien pourquoi ces chiffres-là vous amènent à cette conclusion. Les symptômes sont alarmants, je le nie pas. Mais prêter une intention purement idéologique à tout ce chaos, c'est confondre la conséquence avec la cause. Tu sais, l'appareil d'État belge, surtout la justice, s'est pas effondré par magie en 2024. Pas par magie, non, mais l'exécutif a accéléré les choses. La justice est en état de mort clinique depuis des décennies. Les chiffres de nos sources sont accablants. La justice en Belgique reçoit seulement 0,22 % du produit intérieur brut. Ouais, ce qui est très bas. C'est une misère. Pour vous donner une idée, la médiane européenne est à 0,31 %. Le pays compte à peine 14,4 juges pour 100 000 habitants. À la Cour d'appel de Bruxelles, certains dossiers sont repoussés à l'horizon 2040. 2040, c'est fou. Comment on peut s'attendre à ce qu'un État fonctionne avec une atrophie pareille? Le gouvernement hérite de ça, puis en plus, l'Europe lui impose de trouver 23,3 milliards d'euros d'économies. Ce que vous appelez un projet autoritaire, c'est juste la gestion brutale d'une faillite fonctionnelle. C'est un point de vue intéressant, mais il y a une nuance cruciale ici. Le manque de budget, ça explique pas et ça justifie surtout pas la désobéissance civile d'un État. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Regardons comment la ministre de l'Asile, Anne-Lynne Van Bossuy, a géré ça. Il y a une grosse différence entre dire « Écoutez, on manque de greffiers, donnez-nous du temps » et déclarer ouvertement qu'on refuse d'appliquer les arrêts du Conseil d'État. Elle a effectivement tenu des propos très durs. Elle a même fustigé publiquement les juges constitutionnels. Pourquoi attaquer les juges de même si c'est juste un problème comptable? Parce que c'est une stratégie d'intimidation politique? C'est une interprétation sévère. Mais les faits sont là. Nos sources montrent que cette suspension illégale de l'accueil a causé une chute de 83 % des arrivées de demandeurs d'asile fin 2025. L'illégalité est devenue un outil de dissuasion. Fait que payer des amendes plutôt que de financer des places, c'est un choix idéologique fort. Je vous l'accorde, la rhétorique contre la magistrature est agressive. Puis le refus d'exécuter les arrêts, c'est une ligne rouge majeure qui a été franchie, c'est vrai. Donc, on est d'accord sur la gravité. Sur la gravité, oui, mais essayons de comprendre la mécanique. Pourquoi l'exécutif se permet d'ignorer la justice? Parce qu'il sait que le système n'a plus aucune force coercitive. La paralysie, c'est le résultat d'un désinvestissement bipartisan depuis les années 90. Mais ils l'utilisent à leur avantage. Peut-être. Mais regardez la Cour européenne des droits de l'homme. Elle condamne la Belgique pour sa lenteur judiciaire depuis 2008. Et la crise des prisons, on en parle? La surpopulation, oui. C'est tellement insalubre que l'État a instauré l'incarcération comme ultimum remedium, le dernier recours pour les peines de moins de 3 ans. C'est pas une réforme humaniste pensée par des idéologues, ça. Non, c'est un manque d'espace physique. Exact. C'est de la gestion de pénurie technocratique pure et dure. Ce que vous percevez comme un choix idéologique, c'est juste le pragmatisme cynique d'un gouvernement qui réalise que la machine est cassée. OK, mais si le gouvernement réalise qu'il peut s'asseoir sur les décisions des juges aussi facilement, la question pour nos auditeurs, c'est de savoir comment ils traitent les autres contre-pouvoirs. Ouais, la société civile. Exactement. Et c'est là que l'argument de la simple gestion de pénurie s'effondre pour moi. Quand on regarde comment l'État s'en prend aux ONG puis aux syndicats, on voit littéralement le manuel de l'illibéralisme s'appliquer. Prenez la loi Quinten. Un projet de loi qui a fait énormément de vagues. Et pour cause. Ce projet visait à donner au gouvernement le pouvoir de dissoudre administrativement des organisations jugées radicales avec le gel de leurs biens et tout ça sans même passer par un juge. C'est une procédure très expéditive, oui. C'est une attaque directe contre la liberté d'association. Puis regardez l'article 103 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont mis en place une véritable police de la pensée sous le couvert de la rationalisation budgétaire. Avec les fameux 8 critères? Oui, 8 critères super stricts pour couper les vivres aux associations d'éducation permanente. Si une ONG de quartier participe à une manif pour le climat avec des slogans qui déplaisent, bam, on coupe les subventions. C'est une forme de conditionnalité très serrée. Et ajoutez à ça la baisse rétroactive de la déductibilité fiscale des dons qui est passée de 45 % à 30 %. Le but ici, c'est pas de sauver quelques millions. C'est l'asphyxie financière planifiée de toute forme de dissidence. C'est de l'ingénierie politique, tu sais.
Je vois vraiment les pièces du casse-tête que vous essayez d'assembler, mais je suis pas du tout convaincu par la comparaison avec des régimes libéraux ou le manuel de Viktor Orban. Pourquoi? Les méthodes se ressemblent étrangement. L'analogie s'effondre sur un point fondamental. En Belgique, la justice reste profondément indépendante et combative, même si elle est paupérisée. Les juges sont pas purgés ou nommés par les amis du pouvoir. Ils ont quand même essayé de les contourner. Mais l'institution résiste. La preuve, c'est que la fameuse loi Quintin a été bloquée. Le Conseil d'État a freiné des cas de fer. Le face-à-face brutal qu'on observe s'explique par un autre mécanisme bien belge, la particratie. On devrait définir ce terme pour nos auditeurs parce que c'est central dans votre argument. Absolument. La particratie, c'est un système où le pouvoir a complètement quitté les institutions démocratiques pour se concentrer entre les mains des présidents de partis. Le centre de gravité, c'est plus le Parlement. C'est les sièges sociaux des partis. Exact. Et les chiffres de nos sources sont vertigineux. 99,73 % des votes parlementaires obéissent à la discipline de parti. Les élus votent ce que le chef dicte. Point. Presque 100 %, c'est incroyable. Puis en parallèle, seulement 8 % des citoyens font confiance aux partis. Fait que face à un exécutif tout-puissant et des citoyens désabusés, les ONG deviennent le seul canal d'expression démocratique restant. Ce qui explique la friction constante. Ouais. L'ingénierie qu'on observe, c'est le désespoir d'une élite qui cherche à retrouver une légitimité fonctionnelle, pas un grand complot dictatorial. Mais attendez, vous dites que l'ingénierie électorale, c'est juste une tentative maladroite de retrouver de la légitimité. Regardons la suppression du vote obligatoire en Flandre en 2024. Une réforme très controversée, oui. Pendant des décennies, le vote était obligatoire. Ils retirent ça et toutes les données prédisaient ce qui allait arriver. Ça a massivement marginalisé les électeurs précaires, les moins diplômés. C'est vrai que l'abstention a touché ces groupes-là en premier. Donc, c'était difficile à avaler comme une simple erreur de parcours. C'est un choix idéologique immense, surtout au moment où ils s'apprêtent à imposer 23,3 milliards de coupes. On fait taire les gens qui vont souffrir le plus de l'austérité. Les données post-électorales montrent effectivement cette corrélation, mais l'intention initiale des partis au pouvoir, c'était de réduire le vote de protestation automatique. En éliminant ceux qui protestent? L'idée, c'était de forcer les partis à faire campagne sur le fond. C'était une expérience d'ingénierie sérieuse qui a lamentablement échoué, oui, mais ça montre un système qui essaie de muter pour survivre, pas une malice pure. Si l'exécutif contourne la justice, asphyxie les ONG puis modifie les règles électorales, où est le Parlement dans tout ça? Pourquoi il ne tire pas le frein d'urgence? C'est une excellente question. La réponse, c'est qu'ils sont volontairement écartés par une gouvernance par décret avec les lois d'habilitation. La coalition Arizona en abuse. Ils ont même transposé le pacte européen sur la migration via ce biais pour éviter le débat. C'est une pratique de plus en plus courante, oui. Puis qui décide vraiment? Le fameux Cairn, le Conseil des ministres restreint. En 2025, ce Cairn est composé à 0 % de femmes. 0. C'est l'illustration parfaite du néolibéralisme autoritaire, une gouvernance verticale, homogène, totalement hermétique. C'est une critique forte, mais il y a une jurisprudence constitutionnelle qu'il faut expliquer pour comprendre l'inaction du Parlement. L'arrêt 130 de 2016. Oui, qui touche au mandat impératif. Exact. L'article 42 de la Constitution dit que les élus sont libres de voter selon leur conscience. Mais avec cet arrêt, la Cour a reconnu que cette liberté est devenue une fiction. Donc, ils ont légalisé le problème? Ils ont acté que la discipline de vote n'invalide pas une loi. Le Parlement n'est pas assassiné par la coalition Arizona. Aujourd'hui, il était déjà mort-né à cause de ce modèle consociatif belge où les partis s'entendent en coulisses. Ça reste la légalisation d'un dysfonctionnement majeur, tu sais. C'est la reconnaissance d'un modèle interpartisan. Les décisions se prennent dans le Cairn parce que c'est le seul organe capable de trancher dans un pays avec des vétos croisés constants. Rappelez-vous les 613 jours pour former un gouvernement à Bruxelles. 613 jours d'affaires courantes, oui. Quand c'est paralysé de même, le cairn technocratique devient la seule mécanique possible, surtout quand il faut d'urgence couper 23,3 milliards. Vous avez mentionné que le système cherchait à se réparer. On a vu des tentatives, des modèles de démocratie participative. Puis c'est fascinant, les commissions délibératives bruxelloises, le modèle d'Ost belgien avec son conseil citoyen permanent. Mais ces innovations peinent à avoir un vrai pouvoir parce que la lourdeur du système fédéral étouffe toute agilité.
Des pansements sur une jungle de bois, en gros? Exactement. L'exécutif force le passage aujourd'hui parce que sinon l'État se déclare en faillite technique. Bon, on arrive au moment de synthétiser nos positions. À la lumière de nos échanges, je maintiens mon diagnostic. Oui, l'État était usé, mais la coalition actuelle s'en sert comme d'un levier. Vous y voyez toujours une arme politique. Complètement. Quand un gouvernement refuse d'exécuter 11 000 jugements pour faire baisser les statistiques, qu'il étouffe les ONG et confisque le pouvoir au sein d'un cairn sans débat, on redessine l'État de manière profondément illibérale. Puis de mon côté, je réaffirme que cette lecture saisit juste la surface. Le vrai moteur, c'est le délitement absolu de 30 ans d'atrophie. Une justice sans budget, des prisons qui débordent, un Parlement impuissant. L'exécutif force le passage parce que la loi est devenue impraticable. Au-delà de notre désaccord sur les intentions, il y a un constat vertigineux sur lequel on converge totalement. La Belgique est à un point de bascule. La satisfaction envers la démocratie a plongé à 23 %. C'est alarmant. Puis les gens n'ont plus confiance au parti. Mais en même temps, cette même population plébiscite à plus de 80 % la nécessité de l'État social. Ils croient en la santé publique, en l'intervention de l'État. C'est la vraie tension de cette crise. Les citoyens ne veulent pas la fin de l'État. Ils exigent un État qui fonctionne, tu sais. Ils haïssent les politiciens actuels, mais vénèrent le service public qu'ils n'arrivent plus à livrer. Et c'est précisément pourquoi j'invite nos auditeurs à se plonger dans le matériel de nos sources, à les lire sur l'arrière de la Cour d'appel ou sur ses expériences citoyennes comme Os Belgiens. Absolument, il y a beaucoup à creuser. Comprendre une démocratie sous pression exige de jamais se contenter d'une explication simpliste. Il y a des forces structurelles immenses qui se frottent aux ambitions de ceux au pouvoir. Merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine sur The Debate.